Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres. D'accord. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, est-ce que... On voit ton écran. Parfait. Excellent. Donc, en tant qu'élève de l'honorable ministre Louis Farrakhan, nous commençons toujours au nom d'Allah, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, témoignant de son intervention parmi nous, à la personne du maître Farad Mohammed, qui a érigé pour l'homme et la femme noire un messager, et plus qu'un messager, en la personne de l'honorable Elijah Mohammed, qui, à son tour, a érigé parmi notre peuple des géants tels que le grand Mohamed Ali et tels que Malcolm X, et qui a généré à travers son enseignement le géant de l'heure parmi nous, celui qui est responsable d'avoir appelé non pas 1 million, mais près de 2 millions d'hommes noirs à Washington, et qui, ce samedi, le 4 juillet, se prépare à prononcer un discours qui se veut une exonération divine pour les leaders de ce monde, et particulièrement les gouvernements, et particulièrement le gouvernement américain. Et je parle de nul autre que l'honorable ministre Louis Farrakhan. Et en leur nom, j'aimerais vous partager les salutations de la paix. Assalamu alaikum, qui veut tout simplement dire que la paix soit avec vous. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier mon frère Gino X, qui travaille d'arrache-pied à conscientiser notre communauté, à élever le niveau de conscience universelle de notre peuple à travers l'institution de l'Académie X, et qui a pu développer une plateforme nous permettant d'être exposés à plusieurs points de vue sur la même lutte pour le peuple noir. Nous n'avons pas tous les mêmes points de vue, mais nous avons tous le même objectif. Et le jour où nous verrons que la diversité de nos points de vue est une richesse et non une faiblesse, et le jour où nous allons accepter cette diversité comme étant une richesse et une complémentarité, nous pourrons réellement réaliser l'unité de notre peuple. La présentation d'aujourd'hui est intitulée « L'origine de la condition nègre », qui est basée sur un livre que je m'apprête à publier, Inch'Allah, d'ici les quelques semaines à venir. Et ce livre et cette présentation tentent
d'analyser les racines de cette condition. Quelle est cette condition nègre ou soi-disant nègre? Partout où nous jetons les yeux, on peut constater le même calvaire, que ce soit en Haïti, avec la situation actuelle, que ce soit aux États-Unis, avec le mouvement de Black Lives Matter et la tuerie des forces policières qui s'acharnent sur nos hommes et nos femmes noires, que ce soit l'Afrique qui continue de saigner et d'être abusée et exploitée, incapable de sortir du marasme d'un fossé économique, politique et social infligé par le colonialisme, on constate que le peuple noir, de façon universelle, souffre et semble difficilement capable de se redresser. Et certains diront, mais écoutez, vous n'avez qu'à vous démerder, si je peux utiliser un bon français. Et certains diront, mais comment peut-on expliquer qu'un nombre et un pourcentage aussi élevé de jeunes noirs se retrouvent dans des milieux carcéraux, emprisonnés et pris dans des cycles de criminalité et de violence fratricide les uns envers les autres? On constate que les guerres fratricides des Crips et des Bloods, en tout et partout, n'a rien de réellement différent du fratricide perpétré dans les années 90 au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus, qui n'a rien de différent du type de trahison qui fut perpétré contre l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui a été trahi par les siens. Et on remarque que à peu près aucun autre peuple sur la planète ne souffre autant de ce manque d'unité. Nous sommes divisés. Oui, frère? Sur le host, il y a plein de gens qui veulent embarquer, il faut que tu les acceptes. Je me demandais pourquoi ça ne marchait pas. Désolé de l'interruption. Ah, ok, attends. Je vais voir. Là, en participant, puis tu vas voir qu'il y a plein de gens, il faut que tu les admettes. Oh, bravo, merci. En fait, tu me feras signe si jamais c'est toujours le cas, ou peut-être voir si tu peux partager le hosting. Sinon, tu n'as qu'à me faire signe, frère. Continue, je vais faire un test. Continue, vas-y. Parfait. Donc, ce niveau de souffrance qui ne dure pas depuis une décennie, 2 décennies, un siècle, mais bien depuis les 450 dernières années et plus. Si on compte toute la période esclavagiste des peuples arabes blancs qui ont été les prédécesseurs des Européens dans la traite esclavagiste, qui ont d'ailleurs pointé les Européens
vers l'Afrique, ayant eux-mêmes exploité depuis des siècles le continent. Et lorsque je parle d'Arabes qui ne sont pas les Arabes aborigènes, car les Arabes aborigènes sont des Noirs. Maintenant, tout ceci nous amène à cette condition nègre, mais le cœur de l'origine de la condition nègre dans le sens du terme nègre que nous allons aborder dans quelques instants. Ce terme qui nous afflige par sa signification. Cette origine commence par la Grande Duperie de 1555. C'est d'abord par une arnaque, une duperie, que notre peuple a été piégé dans des trous de navires. Et cette arnaque commence avec un dénommé Sir John Hawkins. Maintenant, les livres officiels portant sur l'esclavage nous diront que l'esclavage aurait commencé en 1619. Mais en réalité, lorsque nous fouillons dans les archives et la documentation de la Bibliothèque du Congrès américain, on découvre que le premier négrier date de 1555 et qui était piloté par un dénommé John Hawkins, député par la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth I, qui a initié le cycle. Et nous espérons que la reine Élisabeth II soit la fin de ce cycle. Mais John Hawkins a été mandaté par la reine, mais comment est-il arrivé? En fait, observons ce bateau ou ce négrier. La structure, la façon dont nos frères et sœurs ont été entassés, qui devaient vivre dans leurs vomis, dans leurs excréments, dans leurs urines, dans la sueur, dans la crasse, dans ces trous de navire pendant des semaines et des semaines pour se rendre en Amérique. Comment John Hawkins et ses successeurs ont-ils réussi à forcer autant de frères et sœurs dans ces négriers, sachant que ces Européens étaient minoritaires sur le sol africain? Ils n'étaient pas majoritaires, ils étaient minoritaires. Donc comment, tout comme à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, comment une minorité de Caucasiens ont-ils réussi à prendre le contrôle d'une masse critique de tout un continent? Parce que les esclaves étaient kidnappés à travers le continent. Comment ont-ils réussi? Eh bien, la force physique n'était pas suffisante. Même les fusils
n'était pas suffisant. Nous savons que les Européens avaient étudié la poudre à canon des Chinois et l'ont transformée en fait en une arme fatale qui est le pistolet. Ce pistolet leur a grandement servi lors de cette première vague d'attaque. Mais le pistolet à lui seul n'est pas suffisant pour expliquer la réussite d'une expédition aussi grandiose et une victoire aussi absolue d'une petite minorité de Blancs conquérants ayant pris en otage et kidnappé une masse aussi vaste. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, avant d'envoyer sur la mer Atlantique, sur l'océan Atlantique, le premier négrier ou la première flotte de négriers dont le principal navire portait le nom de, est-ce que quelqu'un peut dans le chat me nommer le premier négrier? Quel était le nom du premier négrier? Merci. Ça a dit Jésus. Jesus of Lubeck. Avant de pouvoir charger à bloc, comme nous pouvons le voir et le constater sur cette image, avant d'être capable de charger à bloc les premiers négriers pour partir vers le nouveau monde de Satan, pour devenir esclaves, eh bien, le peuple noir a interagi avec les premiers esclavagistes, dont John Hawkins, de manière très calculée. En effet, saviez-vous que John Hawkins avait vécu 30 ans en Afrique avant son premier voyage? Ce qui sous-entend que John Hawkins avait développé une relation amicale, une relation de confiance, une relation intime avec le peuple africain. Il a étudié le peuple africain. Il a étudié la culture, la langue, la psychologie noire africaine. Et dans son étude, il a réussi à déceler des failles et a réussi dans son analyse à trouver les argumentaires pour dresser les Africains les uns contre les autres. Car aussi pénible que ce soit de l'entendre, ces Caucasiens ayant saccagé l'Afrique n'auraient jamais pu réussir s'ils n'auraient pas brisé l'unité africaine dès cette époque. Ils ont dû faire en sorte que les Noirs commencent graduellement à vouloir se faire concurrence. Et il a promis, M. Hawkins et ses acolytes ont promis à certains chefs qu'ils obtiendraient encore plus d'or, car l'or était abondant en Afrique. Tout le monde connaît l'histoire du grand roi Mansa Musa. Est-ce que tout le monde connaît Mansa Musa? Si oui, répondez dans le chat. Qui était Mansa Musa?
Mensa Moussa était un grand roi qui était reconnu comme étant l'homme le plus riche de la planète. Et lors de son pèlerinage en tant que musulman à la Mecque, tout au long de son voyage de Tombouctou, ou ce qui est aujourd'hui le Mali, jusqu'à la Mecque, il a distribué des pépites d'or partout à travers son passage, de telle sorte que la valeur même de l'or à l'époque a été, en fait, la valeur de l'or a diminué dans le monde. Il a fait chuter la valeur de l'or, tout comme nous avons vu la valeur du pétrole chuter. Eh bien, Mensa Moussa a tellement distribué d'or qu'il a fait chuter la valeur de l'or. C'est à quel point l'Afrique était riche. Mais sachant et connaissant la richesse de l'Afrique, que Sir Hawkins et les Européens se sont empressés par la suite d'exploiter et d'extirper. Ils ont voulu séduire certains d'entre nous, les plus faibles maillons, en leur faisant croire qu'ils recevraient encore plus d'or en l'accompagnant dans ce voyage. Et c'est ce genre d'arnaque qui, jumelé avec la force, a fait en sorte que nos frères et sœurs ont été kidnappés et amenés ainsi dans des négriers. Et de la duperie, nous sommes passés à la tuerie. Car les conditions étaient si difficiles que selon le grand pionnier intellectuel Webb Dubois, pour chaque esclave parvenu vivant en Amérique, et lorsque nous parlons d'Amérique, nous ne parlons pas uniquement que des États-Unis, nous parlons des Amériques. Donc, l'Amérique, les États-Unis, les Antilles et l'Amérique latine. Pour chaque esclave parvenu vivant en Amérique, il fallait en compter 5 tués en cours de route. Ce qui fait en sorte qu'au total, entre 100 et 200 millions d'Africains et d'Africaines ont été tués dans le passage transatlantique. Vous vous imaginez? Le monde entier pleure les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale envers la communauté juive. Sincèrement, ce fut une grande atrocité. 6 millions d'êtres humains ont été envoyés dans des fourneaux à cause de leurs croyances. Et ce fut l'une des plus grandes tragédies de l'époque moderne. Mais imaginez-vous 100 à 200 millions d'Africains et d'Africaines balancés par-dessus bord pour nourrir les requins. Imaginez cette image devant vous, répétée 100 millions de fois. Certains morts de maladie, certains morts de tristesse, certains d'anxiété, certains ont tenté de se rebeller. Et à peine quelques millions ont survécu à cet atroce voyage. Pendant 100 ans? Non. 200 ans? Non. Mais 300 ans. Soustrayant la résistance haïtienne de 1804. Et donc, je prends le temps de passer à travers
ces points car nous devons visualiser et imager et intérioriser le niveau de souffrance qui représente la genèse de cette condition que nous appelons la condition nègre. C'est une souffrance inimaginable. Imaginons le traumatisme de l'inconscient collectif de tout un peuple, de tout un continent, parce que certains venaient de la région du Sénégal, certains du Mali, certains de l'Éthiopie, certains de l'Afrique du Sud, certains étaient Zoulous, certains étaient Touareg, certains étaient Bantous, certains étaient Tutsis, certains étaient Hutus. Donc, un massacre panafricaniste. Un massacre panafricaniste. De toute l'histoire de l'humanité, avons-nous témoigné d'une telle tuerie, d'un tel génocide, d'une telle violence perpétrée avec une telle haine? Donc, voici la genèse de la condition nègre, mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons été dupés, nous avons été massacrés, tués, jetés par-dessus bord, entassés dans des trous de négriers. Mais ce n'était pas terminé. Ce n'était d'ailleurs que le début de notre calvaire. Imaginez-vous, imaginez-vous être kidnappé, enlevé de votre famille, de votre village, de votre cité, de votre royaume, enlevé, balancé dans un trou de navire pendant des mois, des semaines, pour arriver finalement à travers tout ce calvaire, cette misère, ce traumatisme profond, pour arriver sur les rives de l'Espagnola et réaliser que nos malheurs ne venaient que de commencer. Aïe, aïe, aïe. Car de la tuerie, nous sommes passés à la terreur. Il y a toute une gamme de techniques qui ont été utilisées pour détruire mentalement l'esclave. La première étape était la duperie parce qu'il fallait faire preuve d'un sens de l'arnaque pour ramener de force et aussi par manipulation nos frères et sœurs. Mais la duperie n'était pas suffisante pour maintenant nous convaincre de travailler du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, jour après jour après jour, sans répit, sans salaire, sans rien d'autre que les coups de fouet. Il est impossible de prendre tout un peuple et de les convaincre de se subjuguer volontairement à un tel traitement. Aucun être humain, de par la nature de l'être humain, ne peut accepter un tel traitement. Donc, la seule façon d'amener toute une nation, tout un peuple à volontairement se subjuguer, se laisser dominer pour être réduit à l'état d'une bête des champs, à l'état d'un objet cheptel qui était le statut légal
des esclaves. Nous n'étions pas des bêtes de champ, nous étions des objets, des biens cheptels dont on peut disposer. Maintenant, on ne peut pas simplement s'attendre à ce qu'un peuple accepte ce genre de traitement. Donc, comment peut-on briser la psyché d'un peuple au complet? Eh bien, la terreur a été utilisée. L'image que vous voyez est l'une des techniques les plus populaires des maîtres d'esclaves. Il s'agissait de prendre 4 chevaux, attacher les 4 membres de l'esclave à chaque extrémité, à chacun de ces chevaux, un membre par cheval, et ensuite fouetter les 4 chevaux simultanément et les envoyer dans 4 directions opposées et déchiqueter, déchirer complètement l'esclave. Et ceci était fait devant les autres esclaves, comme un spectacle de terreur pour terroriser. Nous voulons parler de terrorisme. Ça, mes frères et sœurs, c'est du terrorisme. C'est ça, le terrorisme. C'est ça. C'est ce genre de torture. Mais ce n'est pas terminé. Une autre technique populaire en Haïti en particulier, ceux et celles qui ont lu le livre de C.L.R. James intitulé The Black Jacobins, les Jacobins noirs. Est-ce que certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire The Black Jacobins de C.L.R. James? Dans le chat. C.L.R. James donne l'un des plus beaux acomptes de la grande résistance haïtienne qui a mené à 1804. Mais il décrit également les conditions particulières en Haïti et les techniques particulières des maîtres d'esclaves en Haïti. Et l'une des techniques populaires parmi ces maîtres d'esclaves était de prendre les esclaves rebelles, ceux qui se rebellaient, les nègres marrons. Et lorsqu'ils les attrapaient, on les découpait en morceaux, on les faisait bouillir dans de grandes bouilloires, comme un ragoût, et on forçait les esclaves à manger la dépouille de ces rebelles, qui étaient leurs frères et leurs sœurs. Donc, ils forçaient le cannibalisme de leurs propres frères et sœurs. Maintenant, imaginez, l'honorable Elijah Mohammed nous dit que pour chaque loi physique, il y a une contrepartie mentale et spirituelle. Imaginons maintenant cette scène de frères et sœurs qui doivent manger, cannibaliser leurs propres frères et sœurs. N'est-ce pas le reflet du comportement et de la mentalité et de l'état d'esprit de certains de nos frères et sœurs qui vont se poignarder dans le dos les uns contre les autres et se cannibaliser les uns contre les autres? N'est-ce pas ce même état d'esprit que nous perpétuons les uns envers les autres? Mais ces techniques étaient utilisées dans l'optique de terroriser l'esclave. Il fallait le terroriser, il fallait le briser mentalement, déconstruire complètement l'esclave, déconstruire l'Africain pour faire de lui un nègre. On utilisait également une autre technique dont vous avez probablement entendu parler, qui était de prendre des femmes noires enceintes. Et
d'attrouper d'autres femmes noires et d'attrouper d'autres hommes noirs et de prendre une hache, une hachette et de trancher le ventre des femmes noires, des femmes noires enceintes, laisser tomber le fœtus qui n'est pas encore né et les maîtres d'esclaves piétinaient la dépouille de ce fœtus comme si c'était une vulgaire coquerelle. Devant les autres femmes noires et devant les hommes noirs. Pourquoi devant les hommes noirs? Pourquoi devant les femmes noires? Et pourquoi permettre à ces femmes noires de témoigner non seulement de ce massacre, mais de témoigner de leurs hommes noirs impuissants devant la situation? Réfléchissez un moment à ce que nous venons de dire. De laisser ces femmes noires témoigner d'une telle atrocité. Pour une femme, l'acte de donner naissance est un acte des plus sacrés. C'est le geste le plus fondamental de la vie, de la pérennité de la vie, c'est de donner naissance. Maintenant, le maître d'esclaves était un maître et est toujours un maître, diaboliquement très intelligent. On dit toujours que Satan s'appelle également Lucifer. Et Lucifer veut dire porteur de lumière. Et donc, il savait exactement ce qu'il faisait. En exposant la femme noire à cette atrocité de voir une de leurs sœurs se faire déchiqueter, couper le ventre et dont son enfant se faisait piétiner et les hommes noirs qui en témoignaient, les esclaves, ne faisaient et ne pouvaient rien faire. Leur envoyait le message à ces femmes noires: regardez vos hommes, nous les contrôlons. Ils ne peuvent pas vous défendre. Ils ne peuvent pas subvenir à vos besoins. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Vous êtes entièrement à nous. C'est le message silencieux, mais très criant de ce genre de comportement, de technique de torture. Et donc, Jean-Jacques ou Jean-Claude de Verger, dans son livre qui porte sur la révolution et sur la résistance haïtienne, décrit dans les paroles suivantes cette technique de terreur. Il explique: cet ordre colonial établi à Saint-Domingue, que les missionnaires étaient chargés implicitement de justifier et de défendre, fonctionnait d'après les différents aspects psychologiques suivants. Pour obtenir, en effet, une soumission inconditionnelle de la part des esclaves, on leur inculquait le sentiment de leur propre indignité. On leur apprenait à rester à leur place et à se conformer aux rituels subtils des relations interraciales. Il s'agissait, en effet, de le persuader de l'omnipotence de leur maître. Frère Gino, pourrais-tu partager dans le chat la définition du mot? Nous voulons clairer le mot omnipotence, s'il te plaît. Omnipotence. Donc, il s'agissait en effet de le persuader de l'omnipotence de leur maître pour qu'ils en ressentent une terreur permanente afin d'accepter le caractère charismatique, presque sacré de la personne de ces derniers et se trouver psychologiquement conditionnés à les servir aveuglément en tout. À la terreur s'ajoutait l'abêtissement. Qu'est-ce que l'abêtissement?
ce terme est très important dans cette explication historique du professeur de Verger. L'abêtissement. Qu'est-ce que l'abêtissement? L'abêtissement est ce processus par lequel nous ramenons un être humain à l'état de la bête. Nous réduisons un être humain à l'état d'être stupide, d'être sot, d'être sans cervelle, incapable de penser de manière indépendante. Je répète, incapable de penser de manière indépendante. Tandis que le caractère omniprésent ou la perception d'omnipotence, c'est-à-dire des maîtres d'esclaves, perçus par ces esclaves qui sont maintenant abrutis, qui ont été soumis à cet abêtissement, eh bien, c'est la perception que le maître d'esclaves, les frères Duno a partagé la définition de l'adjectif, qui est tout-puissant. L'omnipotence ou la toute-puissance est un pouvoir sans limite et sans fin. Réfléchissons à ça pendant un instant. Il s'agit du même, maintenant, maître d'esclaves qui se présente comme étant omnipotent, ce même maître d'esclaves qui nous a introduits à son Dieu. Son Dieu qui est, pardonnez-moi, le faux Jésus. Un faux Jésus qui ressemble à John Lennon, blond, yeux bleus, peau blanche. Ce Fils de Dieu. Donc, si le Fils de Dieu est blanc, et donc Dieu doit être blanc, et si mon maître est blanc, mon maître doit être plus près de Dieu. Et si je suis noir, et que noir est le teint opposé au teint blanc, donc je dois être polarisé du divin, et je dois être à l'autre extrémité du spectre du divin, donc je dois être du côté du démon. Et lorsque nous avons tenté de préserver nos traditions vaudouisantes, c'est exactement ce que le maître d'esclaves a voulu nous faire croire, ou a voulu faire croire à ce qu'on appelle les oncles Tom, les vendus. Que ne t'approche pas du vaudou, car c'est la religion du démon. Et vous venez du continent où cette pratique était courante, et nous vous avons sauvés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Tout-Puissant. Nous vous avons sauvés de la sauvagerie et du satanisme. Vous devriez nous remercier. Je continue. À la terreur s'ajoutait l'abêtissement. Sur les grandes exploitations agricoles, on essayait en effet, autant que possible, de maintenir la masse des esclaves des champs dans une situation infrahumaine, c'est-à-dire à une condition inférieure à celle de la bête. Je répète, une condition, de quelle condition parlons-nous? La condition nègre. Donc, la condition nègre est une condition inférieure à celle de la bête afin qu'elle ne plus imaginer le monde qui s'étendait au-delà des barrières du domaine colonial. Et c'est exactement notre état d'esprit aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se démêler, à se sortir des griffes de l'emprise des puissances, de ces anciennes puissances coloniales? Pourquoi les Noirs américains doivent-ils
mendier la justice et implorer au peuple américain d'accepter que leur vie compte. Comme si on avait besoin que quelqu'un nous dise que nos vies comptent. Oh mon Dieu, ça c'est tout un état d'esprit, ça. Ça, c'est le reflet d'un peuple qui n'est pas capable d'imaginer un monde en dehors de son maître, des frontières déterminées par son maître d'esclaves. C'est ce que ça reflète. L'incapacité de voir au-delà des barrières du domaine colonial et esclavagiste jusqu'à nos jours. C'est cette condition nègre qui nous afflige. Mais d'où vient le mot nègre? D'où vient le mot nègre? Bonne question. Selon le dictionnaire étymologique de la langue latine, la version publiée en 1959 par Ernoult et Meillet, on nous explique que le terme négro a un sens moral funèbre qui invoque l'idée de la mort et du malheur. Selon l'Oxford Latin Dictionary, on nous informe que l'usage du mot Niger au sens de nègre en anglais ou nègre était également dans le contexte de la mort. Pluton, le dieu grec de la mort, est appelé Deus Niger, soit dieu de la mort ou dieu noir. Le terme négro viendrait lui-même du mot grec nécro, qui signifie littéralement la mort. Donc, mes frères et sœurs, nous avons 4 différentes sources de définition du terme nègre et les 4 définitions de 4 sources différentes nous pointent toutes vers la même étymologie, vers le même sens. C'est-à-dire que le mot nègre est intimement associé au mot mort. Et c'est exactement le résultat de la condition nègre. Le résultat de la condition nègre est d'avoir tué intérieurement l'essence même de notre peuple. Et tant et aussi longtemps que cette essence ne sera pas restituée, nous n'arriverons jamais en tant que peuple à nous relever. Tant que nous ne réussirons pas à renverser cette condition de mort mentale. Et la seule façon de renverser la condition d'une mort mentale, non, le mot nègre ne vient pas de négus. Et j'ai des preuves historiques à cet effet. Non. Négus, même l'étymologie du mot négus lui-même n'a aucun lien avec les termes latins auxquels le mot nègre est associé. Et partout en Afrique, on voit, parce que le négus, il y a un négus en Éthiopie, qui est un roi. Mais le terme négus a un autre sens et le sens du terme utilisé par nos maîtres d'esclaves n'est pas le sens de ce mot ou ce titre de négus. C'est au sens de la langue qu'ils ont eux-mêmes développée et de la racine de leur propre peuple, qui est la racine grecque et la racine latine, car c'est l'origine de la langue anglaise et de la langue française.
Et ces termes veulent dire la mort. Et c'est effectivement la condition actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Et lorsqu'une personne est dans cette condition, elle a besoin d'une résurrection mentale. Et cette condition nègre a donné lieu à la création de ce qu'on appelle ces oncles Tom. Donc, ceux qui maintenant sont les nègres de champ, qui sont ceux qui souffrent dans les plantations de canne à sucre et de coton. Mais une autre catégorie a été développée, qui est la catégorie du nègre domestique. Celui qui dit « mon maître, mon maître ». Et si, comme Malcolm X le disait dans ses discours à l'époque où il était encore sous l'égide de l'honorable Elijah Mohammed, dans un de ses discours qui s'appelle « The Ballot or the Bullet », et elle explique la différence entre le nègre de champ et le nègre domestique. Et il explique à quel point le nègre domestique était tellement attaché à son maître d'esclave. Si son maître était malade, il disait « Nous sommes malades, mon maître, nous sommes malades. » Et si la maison du maître d'esclave était en feu, il disait « Notre maison est en feu, mon maître, notre maison. » Et lorsque le nègre des champs venait voir le nègre domestique pour lui dire « Allons, réunissons-nous, échappons-nous, séparons-nous », il lui disait « Non, 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 mon maître me traite bien, il me donne les restants de son poulet. Il te donne, toi, les rognons. Non, 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 moi, j'ai les beaux habits du maître. » Et on lui donnait, à l'oncle Tom, on lui donnait une cape, comme un grand nègre. On le mettait sur un cheval et on lui donnait un fouet pour se promener parmi les champs et puis montrer à quel point il est grand. Et puis fouetter ses frères et sœurs. Et aujourd'hui même, nous avons ces mêmes oncles Tom. Ces mêmes oncles Tom qui arborent les richesses de leur maître et qui veulent s'accrocher aux bénéfices du monde de leur maître et au nom de ces bénéfices vont sacrifier la cause de leur peuple et nous envoyer en enfer. C'est cette condition qu'il faut renverser. Et le frère Webb Dubois nous disait dans son livre Souls of Black Folks que l'on ne devrait pas demander à un peuple souffrant d'un tel handicap de faire concurrence avec le reste du monde, mais on devrait lui permettre d'allouer tout son temps et son énergie à ses propres problèmes. Il nous faut, en tant que peuple, accepter de prendre ce recul. Sœur dit, est-ce que Dubois était un traître? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que si nous jugeons certains de nos frères à certaines étapes de leur développement, nous pourrions être hâtifs dans notre jugement et agir comme juges et bourreaux de frères qui, dans leur développement, étaient peut-être encore en train de faire certaines réalisations et commis certaines erreurs. Frère W.E.B. Dubois et l'honorable Marcus Garvey avaient des différends, tout comme il y avait des différends avec Booker T. Washington également. Mais vers la fin de sa vie, et Webb Dubois a vécu une très longue vie, mais le Webb Dubois qui était en Afrique vers la fin de ses jours, et le Webb Dubois qui était ce jeune homme
au début de sa lutte, étaient deux hommes très différents. Tout comme Martin Luther King, le Martin Luther King qui nous est présenté. Certains diront qu'il est un traître parce qu'il voulait tout simplement s'intégrer de manière très soumissive à la société blanche. Mais lisez les paroles de Martin Luther King avant sa mort, quelque temps avant sa mort. On en parle dans mon livre de justement ces paroles relatées par l'honorable ministre Louis Farrakhan, de Martin Luther King, qui a rencontré l'honorable Elijah Muhammad à peine 2 ans avant d'être tué par l'ennemi. Et Webb Dubois a fait certaines réalisations importantes dans son processus. Et si nous nous tuons les uns les autres et nous portons un jugement trop hâtif les uns contre les autres, nous allons, sans le vouloir, perpétrer ce cycle d'autodestruction. Parce que nul d'entre nous n'est parfait. Nul d'entre nous n'est parfait. Et nous devons développer une patience et un amour extrêmement profond pour être en mesure de restituer un peuple aussi brisé. Mais notre frère, dans son message, nous disait que nous devrions allouer tout notre temps et notre énergie à nos propres problèmes, au lieu de vouloir s'intégrer parmi les autres. Mais malheureusement, les autres avaient d'autres plans en tête. Et à travers les époques, depuis la libération du peuple haïtien, de l'établissement de la République et aux États-Unis également, et ailleurs, les Européens, les Caucasiens n'ont pas laissé ou lâché prise. Et j'aimerais vous lire des paroles du Domestic Policy Chief de l'ancien président Nixon, qui, selon moi, capture très bien, et ceci est tiré d'un récent discours du frère ministre Ismaël Mohamed, capture très bien l'état d'esprit, non seulement de Nixon, mais de l'ensemble de ces différents gouvernements envers nous. Il dit, et ceci vous pouvez le retrouver dans le documentaire sur Netflix intitulé 13th. Il nous dit, la campagne Nixon en 1968 et la Maison-Blanche Nixon, après cela, avaient 2 ennemis, la gauche anti-guerre et les Noirs. Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être contre la guerre ou de militer pour les Noirs ou être contre les Noirs. Mais en amenant le public à associer les hippies à la marijuana et les Noirs à l'héroïne, et puis en criminalisant lourdement les 2 camps, nous pourrions perturber ces communautés, nous pourrions arrêter leurs dirigeants, piller leurs maisons, briser leurs réunions et les diffamer nuit après nuit aux nouvelles du soir. Savions-nous que nous mentions à propos des drogues? On parle ici du Domestic Policy Chief, du président des États-Unis, qui nous dit, savions-nous que nous mentions à propos des drogues? Bien sûr que nous le savions. Et ce complot pour maintenir la condition nègre, non par les chaînes physiques, mais par les chaînes mentales qui passent par l'ingénierie sociale,
d'un peuple que nous criminalisons, que nous réduisons à un état de peuple violent, dans des conditions infrahumaines, c'est cette guerre contre laquelle maintenant nous devons, c'est cette guerre que nous devons maintenant livrer, qui est une guerre mentale et qui met en péril notre jeunesse. Et si vous étudiez les dernières décennies, vous allez vous rendre compte, mes chers frères et sœurs, que le phénomène, le patron, comme on dit en anglais, le pattern, est le même d'une époque à l'autre. Dans les années 70, on comptait dans les prisons américaines 500 000 prisonniers noirs. Et à cette même époque, on a vu l'émergence des mouvements, les mouvements des droits civiques étaient en train d'évoluer après l'assassinat de Martin Luther King et de Malcolm X. Des mouvements comme le Black Panther Party commençaient à émerger. La Nation of Islam était très puissante et les programmes du FBI de contre-intelligence ont développé des scénarios pour empoisonner la communauté noire en complicité avec le système hollywoodien. Et c'est l'époque que nous appelons l'époque de la Blaxploitation. Tout d'un coup, dans les années 70, on voyait les films de Dolomite. On voyait le stéréotype du pimp noir. Vous savez, là, les frères là, qui se promenaient dans les films des années 70 avec des semelles de chaussures. Vous savez, dans certains films, on en fait des blagues avec des semelles de chaussures qui avaient des poissons dedans et avec un aquarium dedans. Vous savez, les genres de pimp avec des grandes capes et les chapeaux avec des plumes. Ce genre d'image du pimp, du dur à cuire. Et en même temps qu'il y avait cette explosion culturelle de films de Blaxploitation, il y avait en parallèle l'épidémie de l'héroïne. L'héroïne est arrivée au moment où la FBI avait lancé des programmes de contre-intelligence pour non seulement subjuguer, mais démanteler le Black Panther Party. Et au moment du démantèlement du Black Panther Party, tout de suite après, est arrivée l'épidémie d'héroïne dans la communauté noire, avec le mouvement hollywoodien du Blaxploitation. Et nous sommes passés de 500 000 prisonniers noirs à près de 800 000 ou 759 000 prisonniers vers la fin des années 70. Et ensuite, dans les années 80 et 90, que s'est-il produit? Tout d'un coup, nous avons vu l'émergence en 1988 du film Colors. Est-ce que certains d'entre vous sont assez vieux ou assez old school, ou ceux qui s'intéressent au old school pour avoir vu ou entendu parler du film Colors avec Sean Penn, qui jouait le policier à Compton? C'était le premier film qui introduisait le phénomène des gangs de rue à Los Angeles, entre les Crips et les Bloods. Et c'était la première image qui venait criminaliser la perception des jeunes hommes noirs en particulier et animaliser la perception des jeunes hommes noirs. Et après Colors, moi je me rappelle à Montréal-Nord, j'étais un jeunot dans le hood. Et puis je me rappelle, dans le film, il y avait certains des frères là qui se mettaient qui commençaient à se faire des tresses dans leurs cheveux, là, qui se faisaient des styles. Et quelques mois après la sortie du film, tout d'un coup, partout dans le hood, eh bien, on voyait, tout le monde faisait le style là, maintenant. Tout le monde avait le style de Colors tout d'un coup.
Et c'était le même phénomène qui s'est propagé un peu partout. Et par la suite, nous avons eu Boys in the Hood. Et après Boys in the Hood, nous avons eu Menace II Society. Menace II, et II était, ce n'était pas II, T-O-2, mais II 2, qui est le ministre Farrakhan nous disait, si nous sommes la menace numéro 2, qui était la menace numéro 1? C'est la question. Mais des films comme Menace to Society, hein? Toute cette panoplie de films et de gangster rap qui a émergé, et nous sommes passés d'une population carcérale de 500 000 dans les années 70 à 1,3 million de prisonniers noirs en 1990. Donc, plus que doubler la population carcérale, avec en même temps que ce phénomène de gang s'est popularisé à travers et répandu au-delà de Los Angeles, partout à travers non seulement l'Amérique, mais même au Canada et dans les Antilles. On sait que même dans l'Amérique latine, avec nos frères et sœurs latinos, le MS-13, plusieurs d'entre eux sont des expatriés, des anciens gangsters qui ont été expatriés vers l'Amérique latine et qui ont propagé cette culture de gang en Amérique latine. On sait qu'en Haïti, certains des Inglindous, certains des gangsters sont en fait des anciens, des expatriés des États-Unis ou même de Montréal qui ont été renvoyés en Haïti et qui ont utilisé tout ce qu'ils avaient appris dans les rues de Montréal-Nord ou dans les rues de New York et Harlem et ont ramené ce comportement en Haïti pour former des gangs. Donc, en même temps que cette propagation se faisait à travers le système hollywoodien, nous avions l'épidémie du crack. Le crack a sévi à l'époque. Et aujourd'hui, dans les années 2010, si vous regardez le documentaire sur Netflix, 13th, qui veut dire The 13th Amendment de la Constitution, en 2014, on comptait 2,3 millions de prisonniers noirs. Et maintenant, nous voyons le trap life, le thug life, le lean, le meth, le crystal, les pilules, 6ix9ine, Rich the Kid, etc. Et on criminalise et on animalise encore plus ces jeunes frères. Molly, merci frère. Ce genre de comportement est planifié pour animaliser, criminaliser l'homme noir et maintenir en vie la condition nègre. Post-esclavagiste. Et maintenant, certains d'entre vous vont peut-être se fâcher contre moi, mais je ne fais pas ce genre de présentation pour me faire des amis, mais simplement pour véhiculer la vérité du mieux que je le peux. Mais en dehors du fait d'animaliser les hommes noirs, et ceci n'est pas un jugement envers nos frères et sœurs ayant différentes orientations sexuelles. Ce n'est pas un jugement, parce que nous sommes tous coupables de différentes choses. Je ne suis pas le juge de personne. Mais reste-t-il, rappelez-vous de l'image au début de la présentation, l'image de la femme noire qui se faisait découper le ventre et que cette femme noire maintenant devait se faire découper le ventre devant ces hommes noirs et que ces autres femmes noires qui témoignaient de ce massacre pouvaient témoigner également de ces hommes qui ne pouvaient absolument rien faire pour les défendre, ces hommes qui étaient complètement désamorcés. Et de la même façon, il y a un mouvement qui cherche à féminiser
l'homme noir. On voit cette couverture dans le GQ, The New Masculinity. OK. Pourquoi? 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 Pourquoi est-ce que porter une robe ou s'habiller comme une femme pour un homme est, et particulièrement les hommes noirs, et on cherche à spécifiquement utiliser l'homme noir et le féminiser, un homme qui déjà n'est pas en mesure, statistiquement, nous voyons les chiffres, nous n'inventons rien, regardons les statistiques, nous voyons déjà le taux de familles monoparentales, le nombre de frères qui laissent leurs sœurs de côté avec des enfants, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et en plus, nous voulons les féminiser. Que cherchez-vous à faire aux enfants de nos anciens maîtres d'esclaves, ceux et celles qui veulent perpétrer ce genre de comportement? Pourquoi? Pourquoi délibérément le faire? C'est une chose de dire que vous êtes d'une certaine orientation sexuelle, mais de vouloir propager une féminisation délibérée des hommes noirs, sachant la condition des hommes noirs actuellement, dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Le frère Earl O'Farry Hutchinson, dans un article du Final Call, explique les périls de notre jeunesse noire, exposée à ce culte de la surconsommation. Et il nous dit, les jeunes noirs sont amenés à comprendre que les biens matériels que l'on pavane devant eux dans les films, à la télé et dans les annonces publicitaires représentent la mesure par laquelle un individu détermine sa valeur au sein d'une culture obsédée par la consommation. Ils tentent désespérément de les acquérir, mais dans la plupart des cas, ils ne peuvent les atteindre, du moins pas de façon légale. Cela augmente leur colère et leur frustration. Le rêve américain est peut-être un rêve différé, mais c'est un rêve que plusieurs passent toute leur vie à poursuivre en vain. Et c'est ce qui arrive à nos jeunes frères. C'est ce qui arrive à nos jeunes frères. Sœur nous parle justement de la transformation des aliments qui sont la cause, les vaccins. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Maintenant, voici l'évolution de cette condition nègre auquel nous devons faire face. Et ceci nous mène à la corruption de la culture hip-hop, qui est devenue un vecteur de ce processus d'ingénierie sociale et d'animalisation. OK? Il y a un article, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir cet article qui a été publié dans le Business Insider. Je l'ai mis dans le chat. Vous pouvez faire une recherche sur Google. Le Business Insider est un magazine d'affaires très respecté. Donc, ce n'est pas une source qui vient de n'importe quel article bidon. Et ils ont republié en 2012, le Business Insider, un article, et je cite cette lettre, et j'en parle beaucoup plus dans mon livre. Ils ont publié un article qui parle de The Secret Meeting That Changed Hip-Hop and Destroyed a Generation. C'est le titre de la lettre. Et cette lettre a été écrite par un ancien exécutif de l'industrie de la musique qui a envoyé une lettre anonyme au site web
hiphopisread.com. Et vous pouvez encore voir cette lettre à partir du site web Business Insider. Il y a un lien vers ce site web. Et cet exécutif, ce dirigeant de l'industrie, nous explique qu'une rencontre a eu lieu en 1991 auquel il a été invité. Il a dû même signer un accord de confidentialité qui assurait qu'il ne partage absolument pas ce qui a été dévoilé dans cette rencontre. Et c'est assez spectaculaire, le déroulement de toute cette histoire, si vous allez lire. Mais essentiellement, les dirigeants de l'industrie du hip-hop et de la musique ont été appelés par des dirigeants des corporations de prisons privatisées. Et ces prisons privatisées, c'est essentiellement aux États-Unis, et on a même tenté à un certain moment de reproduire ces prisons au Canada, mais ça n'a pas été le cas. Et j'en applaudis le gouvernement canadien à ce niveau. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Mais aux États-Unis, ces prisons sont répandues, ces prisons privatisées. Et parfois, lorsque vous achetez une paire d'espadrilles Nike et vous voyez fabriquée aux États-Unis, eh bien, il y a de bonnes chances qu'elle a été fabriquée aux États-Unis dans une prison corporative par certains de nos frères et sœurs. Et dans cette rencontre, on demandait, les exécutifs de ces prisons privatisées demandaient aux exécutifs et ces leaders de l'industrie de la musique de promouvoir un changement dans la culture hip-hop et de promouvoir le gangster rap. En disant que si nous réussissons à remplir nos prisons, nos parts de marché et nos actions à la bourse vont augmenter. Et les dirigeants et les propriétaires des grandes maisons de disques, selon ce qui a été relaté dans cette réunion, étaient eux-mêmes des investisseurs dans ces prisons privatisées et donc avaient un intérêt investi à voir les prisons se remplir, car pour chaque nouveau prisonnier, il y a un revenu pour cette prison corporative. Et donc, le message a été envoyé de s'assurer de répandre une culture hip-hop qui prônait la violence, qui prônait la promiscuité, le dérespect des femmes, qui prônait les ventes de drogue, qui prônait le mode de vie de gangsters, de fratricide, de violence noire contre noir. Et on promettait à ces gens qu'ils auraient leur récompense s'ils collaboraient. Et celui qui a écrit la lettre anonyme et quelques autres se sont insurgés, ont quitté, et ça s'est en fait assez mal passé. Et 20 ans plus tard, il dit qu'il a finalement eu le courage de dire ce qui s'est passé et ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et un peu plus tard, dans la lettre, après avoir expliqué le déroulement de cette rencontre, il écrit les paroles suivantes. Il dit, au fil des mois, ça c'est suite à la réunion, au fil des mois, la musique rap a définitivement changé de direction. Je n'en ai jamais été fan, mais je pouvais malgré tout constater la différence. Les artistes de rap qui parlaient de politique ou de plaisir inoffensif disparaissaient rapidement alors que le rap de gangster commençait à dominer les ondes. Quelques mois seulement se sont écoulés depuis la réunion, mais je soupçonne que les idées présentées ce jour-là ont été mises en œuvre avec succès. C'était comme si l'ordre avait été donné à tous les grands dirigeants du label
La musique grimpait dans les palmarès et la plupart des entreprises étaient plus que satisfaites d'en tirer profit. Bien entendu, parce qu'elles tiraient profit à la fois des ventes d'albums et de disques de nos frères et sœurs qui faisaient la promotion de ce mode de vie et en même temps, ils profitaient des gains de ces prisons corporatives. Donc, ils profitaient en double de la destruction de notre peuple. Pouvez-vous vous imaginer? L'honorable Jean Mohamed nous dit, vous ne pouvez pas vous imaginer la profondeur de Satan. Et il ne parlait pas d'un Satan épouvante. Il parlait d'un être humain. Donc, mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle l'honorable ministre Louis Farrakhan, dans les années 90, en 1995, a fait l'appel de la Million Man March le 16 octobre 1995. C'est parce que justement, il a vu ce complot contre le peuple noir et particulièrement la jeunesse noire et les jeunes hommes noirs. Et il a fait appel à 1 million et 2 millions se sont présentés pour, non pas pour mendier pour des emplois ou pour la justice ou pour créer les vies noires comptent, même si les vies noires comptent, mais c'était dans le but de responsabiliser ces hommes et de se lever et prendre responsabilité de leurs actes et prendre la responsabilité de changer leur vie et prendre la responsabilité de faire progresser leur communauté et projeter au monde entier une image de fraternité. Il n'y avait pas de drogue cette journée-là. J'étais présent en tant que jeune homme, très jeune homme, mais j'étais présent. Il n'y avait pas de drogue, pas une seule cigarette, nulle part. J'étais présent, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et tout le monde se serrait la main. Il y avait une fraternité comme je ne l'ai jamais vécu de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Un océan de paix, de fraternité et de sérénité. Mais peu après cette marche, dès 96 et 97, suite à cette marche, on a vu les statistiques commencer à s'améliorer. Des études sont sorties pour montrer que le taux de criminalité parmi les Noirs avait descendu. Le taux de violence avait descendu. Le taux de violence conjugale avait descendu. Le taux de famille monoparentale avait commencé à descendre. Tous ces effets positifs, mais le démon n'avait pas dit son dernier mot. Et graduellement, il a fait réémerger de plus belle le rap gangster sous différentes formes. Après la guerre entre le East Coast et le West Coast, Los Angeles contre la côte Est qui a pris la vie de Tupac Shakur et de Biggie Smalls. D'ailleurs, quand j'étais rappeur à l'époque, j'ai eu l'occasion de faire la première partie de Biggie Smalls, même s'il ne s'est jamais rendu, il n'a jamais réussi à traverser la frontière, mais mon nom était sur le flyer. Bref, petite plug. Mais après cette guerre entre le East Coast et le West Coast et le Nation of Islam avait participé à faire la paix, la trêve entre les deux camps. Les maisons de disques se sont tournées vers le sud et ont commencé à faire la promotion des Hot Boys et graduellement du Trap Life. Et progressivement, ils ont commencé à pousser de côté la conscientisation hip-hop et ramener un mode de vie dégradant pour nos frères et sœurs pour contrecarrer les effets positifs du Million Man March et des autres efforts de conscientisation de l'époque. Donc, nous sommes ici aujourd'hui en 2020 et la question en ce qui a trait à la condition nègre se pose. Les choses changent-elles? Eh bien, voici une image. Je montre cette image dans mon livre qui date de
1876. Quand nous parlions il y a un instant de l'assaut et du complot contre la jeunesse noire, qu'il y a un effort et une concentration délibérée à vouloir détruire la jeunesse noire. Cette image, en fait, ce qu'elle dit, c'est, traduit en français, en autodéfense. Si je ne t'avais pas tué, tu aurais grandi pour revenir me ruiner. Voici la mentalité qui hante ceux parmi les Caucasiens qui arborent cette mentalité esclavagiste. Et nous remercions Allah pour des gens comme Céline sur la ligne. Mais cette mentalité qui prédomine la société caucasienne, malheureusement, est toujours présente. Et regardez cette image de 1876, maintenant, regardez celle de 2020. Suite au meurtre de nos frères récemment, Arbery et George Floyd, cette image qui montre le même esprit qui est séparé par plus d'un centenaire, mais la même psychologie meurtrière, haineuse existe en 2020, où il dit « Hey, I just shot and killed this kid ». Remarquez le langage. Kid, un jeune. Can you find any old videos of him that I can loosely use to say why he deserved to die? I settle for an old tweet. Hein? Voici la mentalité. Effectivement, ma sœur, ces images sont là pour contrôler notre esprit. Et nous devons briser les chaînes que représentent ces images. Et en conclusion, car il est déjà 8h37, la seule façon de briser ces chaînes et de changer les choses, ce n'est pas en mendiant le gouvernement en disant « Donnez-nous de la justice, donnez-nous la liberté ». Et à chaque fois que nous lançons dans les rues, et j'applaudis ceux et celles qui se sont levés et qui ont défié la COVID-19 et qui ont voulu lutter et qui se sont levés contre l'injustice. Je salue des frères comme Will Prosper, qui est un géant à mes yeux. Ceci dit, Einstein nous disait que la folie, c'est de répéter la même chose sans cesse, mais s'attendre à des résultats différents à chaque fois. Nous avons maintes et maintes fois, après chaque instance de brutalité policière, nous nous sommes levés, nous avons pris les rues, nous avons dit les vies noires comptent, nous avons dit donnez-nous la justice, nous avons dit il faut changer les choses. Et à chaque fois, on nous envoie quelques brins d'espoir. On fait la promotion de quelques Noirs dans des positions. J'ai vu Legault qui a fait son changement de cabinet tout récemment et on voyait une sœur. Wow! Et on voit le Parti libéral qui a, et félicitations à notre sœur, pardonnez-moi, j'ai un petit blanc de mémoire de notre sœur Anglade qui a été élue. Nous félicitons toutes ces choses. Mais en même temps, n'est-ce pas un processus de pacification qui nous déroge du focus
Et le focus devrait être de développer indépendamment de nos anciens maîtres d'esclaves ou des enfants de nos anciens maîtres d'esclaves, de développer indépendamment nos propres ressources, de nous unir pour développer des fonds économiques, de nous unir pour développer tout ce qui nous permettrait d'être une communauté forte et indépendante et prospère. Eh bien, notre frère, l'honorable Marcus Mosiah Garvey, pour ceux et celles qui disent que nous ne faisons que dire dans la nation, dans le Nation of Islam, que nous disons l'honorable ministre Louis Farrakhan, l'honorable Elijah Mohammed, et ça dérange certains. Nous disons également l'honorable Marcus Mosiah Garvey. Nous le traitons avec cet honneur, car il mérite cet honneur. Et notre frère disait, nous allons nous-mêmes nous affranchir de l'esclavage mental, parce que si le corps peut être libéré par autrui, nous sommes les seuls à pouvoir affranchir notre esprit. C'est ça qu'il nous faut comprendre en tant que peuple. Et dans le livre Message à l'homme noir ou Message to the Black Man, l'honorable Elijah Mohammed à la page 220 nous dit et nous partage des paroles analogues à l'honorable Marcus Garvey en disant « L'unité des 22 millions de soi-disant nègres libérés de l'esclavage est la réponse à notre salut. L'unité. Nous souffrons de tortures incommensurables. N'oubliez pas, ce livre a été écrit dans les années 60 et 70. Pourtant, nous pourrions lire ces paroles aujourd'hui et elles seraient pertinentes aujourd'hui. Nous souffrons de tortures incommensurables et des meurtres aux mains de nos ennemis, les enfants de nos maîtres d'esclaves, car nous manquons d'unité. La cause de ce manque d'unité entre nous est due à l'œuvre et à l'enseignement de nos ennemis, les enfants du maître d'esclaves. Ils ont appris à nos pères et mères à devenir des ennemis entre eux. Pour ceux et celles qui étaient présents à la présentation de Willie Lynch. Ils ont détruit notre amour de soi et de nos semblables. Ils nous ont appris à nous détester nous-mêmes et à refuser tout ce qui est pour les Noirs. Ce manque d'amour pour soi et les siens nous garde divisés. Et en étant divisés, nous sommes devenus une nation proie pour nos ennemis ouverts. Peu importe l'éducation que nous avons reçue de leur part, nous sommes toujours leurs esclaves puisqu'il nous manque la connaissance de soi, de Dieu et du démon, ainsi que la véritable religion, l'intérêt personnel, l'indépendance et le désir d'avoir un pays et un gouvernement qui nous appartiennent sous la loi de la justice et de la droiture pour tous les pauvres noirs à travers la planète. N'est-ce pas? Maintenant, le ministre Louis Farrakhan nous dit dans le Self-Improvement Guide, parce que certains, je peux entendre, certains disent, là tu parles, oh, tu vois, il a dit la véritable religion, là, tu vas nous dire que c'est l'islam, c'est ça, tu vas nous dire c'est une nation, c'est ça, tu vas nous dire, non, je n'ai pas besoin de dire ça. Non, nous n'avons pas besoin d'une religion au sens conventionnel du terme. Nous avons besoin de comprendre les 8 mots suivants. Accepte ce qui te revient et sois toi-même. Je répète, accepte ce qui te revient et sois toi-même. Vous voulez une religion? En voilà une. Accepte ce qui te revient et sois toi-même. Mais qui es-tu? Voilà la question. Qui es-tu, homme noir? Qui es-tu, femme noire? Eh bien, l'honorable ministre Louis Farrakhan nous dit, nous, le peuple originel de la terre, sommes la première création d'Allah, Dieu. Il nous a créés à partir d'une seule essence
ou personne, et cette personne était l'essence et la personne de lui-même. Si nous sommes issus de son essence, sa nature est notre nature et, comme il est divin, cette même divinité et cette étincelle de divinité sont également dans l'homme originel. Voilà le retour vers le futur. Voilà, comme notre frère le prince Weber Tsekura d'Orléans, Jean-Baptiste, nous parle de la négro-divinité. Nous parlons de la divinité originelle. Même si nous utilisons un langage différent, mais l'essence de ce que notre frère nous dit, même si je n'utiliserai pas le terme négro, mais l'essence de ce qu'il nous dit, que cette force intérieure, cette divinité interne est cette force qui a animé Jean-Jacques Dessalines, qui a animé Boukman, qui a animé Macandal, qui a animé Marcus Garvey, qui a animé Martin Luther King, qui a animé l'honorable Elijah Mohamed, qui anime aujourd'hui l'honorable ministre Louis Farrakhan. C'est cette essence divine vers laquelle nous devons nous retourner, pour reprendre les paroles de Marcus Garvey, pour nous affranchir nous-mêmes. Nous sommes les seuls à pouvoir affranchir notre esprit. Maintenant, sur ce, je vous remercie. Et en conclusion, avant de prendre, si vous avez des questions ou commentaires, comme frère l'a mentionné, le livre sera bientôt disponible. Vous pouvez le précommander sur le site web. Mais j'aimerais inviter tous ceux qui sont ici. J'aimerais faire une invitation très importante. Peu importe que vous soyez chrétien, vaudouisant, athée, Dambala, peu importe votre croyance. Je vous invite samedi, le 4 juillet, à 11h AM, à écouter l'honorable ministre Louis Farrakhan qui fera un appel au monde entier. Il sera diffusé à tous et à toutes ce samedi sur noi.org et vous pouvez vous joindre à nous. Oui, Dambala, c'est dans le vaudou de la culture africaine et en Guinée, il y a un centre vaudou pour les hauts initiés où il est possible de voir Dambala, mais seuls les vrais initiés sont admis. Et il y a des choses qui pourraient surprendre, même les plus difficiles à surprendre. Mais ça, c'est pour une autre discussion, une autre fois. Mais disons que je vous invite tous et toutes à écouter les paroles, car l'avertissement divin que le frère, l'honorable ministre Louis Farrakhan va dévoiler, révéler et transmettre au monde entier est d'une importance capitale et vitale en cette heure de trouble dans le monde. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Vous avez été très patient car j'ai quand même presque parlé pendant 2 heures. Et donc, sur ce, je vous remercie pour votre temps, pour votre attention et pour votre présence en vous saluant dans les paroles de la paix et de la sérénité. Assalamu alaikum. Et je repasse le micro et la parole à notre cher frère Gino X. Merci. Merci, frère Roger, pour cette présentation. Je crois que tous ceux qui sont présents ont
aimé et apprécié ce que tu nous as présenté. Alors, merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation, frère Roger, du discours. Il y en a qui demandent le lien. Vous allez recevoir le lien par courriel du Zoom du groupe qui va l'organiser. Je vais vous envoyer l'invitation pour ceux qui seraient intéressés à y participer. Donc, je vais vous l'envoyer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors je vais pas prendre de commentaires. Je vais prendre uniquement des questions. Il est présentement 20h50. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, retirez-vous sur le mute et posez la question ou posez la question sur le chat. Merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est pas, il n'est pas grand temps de boycotter Black Hollywood puisque on utilise Black Hollywood pour intensifier l'ingénierie sociale sur nous autres. Et parce qu'on voit maintenant de plus en plus, quand on regarde comment on a utilisé le Black Exploitation pendant qu'il y a la vente de crack, d'héroïne, etc. Il y a eu comment on a utilisé le hip-hop pour promouvoir pour corrompre le hip-hop, pour mettre toutes les choses négatives pour corrompre une jeunesse. Et on voit ce qui se passe maintenant avec la féminisation de l'homme noir. On utilise le hip-hop pour la féminisation de l'homme noir. Même les comédiens, là, on les utilise pour ça. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de bannir, de boycotter ça, puis supporter tout projet dont leur but, c'est vraiment d'élever la communauté noire? Merci. Tu peux m'entendre? Merci, frère Thierry, Merci. pour ta question. Et je répondrai simplement avec les paroles suivantes de l'honorable Elijah Mohamed qui disait à Malcolm X, tu sais, Malcolm, lorsque tu vois un verre sale, ne perds pas ton temps à condamner le verre sale. Va simplement chercher un verre propre, présente-le au peuple et laisse le peuple décider. Nous devons devenir proactifs et moins réactifs. Nous devons passer toute cette énergie, tout ce temps, tous ces efforts, toute cette concentration, tout ce talent, toute cette intelligence qui existe au sein de la communauté, galvanisons-la pour faire quoi? Pour mettre sur pied une culture noire progressive et produire des films comme des films à propos de Jean-Jacques Dessalines, comme des films montrant la biographie de l'honorable Marcus Garvey, comme des films qui vont élever la conscience de nos frères et sœurs. Parce que le fait de condamner est de l'énergie. Condamner le verre sale, ça demande de l'énergie. Cette énergie, nous pourrions probablement l'utiliser parce que nous n'en avons pas autant que nous devrions en avoir. Donc, cette énergie, préservons-la et canalisons-la vers des réalisations proactives en faveur d'une culture, d'une scène musicale et d'une scène culturelle progressive pour notre peuple. Alors, la meilleure chose à faire, c'est par rapport au hip-hop, c'est mieux de réécouter tous les classiques d'antan et même inciter les jeunes à écouter les classiques d'antan afin de mieux comprendre c'est quoi la vraie culture, l'essence même du hip-hop, pas ce qu'ils voient actuellement. Puisque étant donné que moi, j'ai presque beaucoup de collections,
Je trouve que quand on dit de réécouter les classiques, ça te donne une image, une vraie image. Alors, de quelle manière peut-on inciter les jeunes, la génération qui nous suit, à, à Un écouter instant, les classiques? Oui, oui. tu ne penses pas aux autres, là. Là, Roger a fini de répondre, tu peux OK, poser des OK. questions. OK, c'est correct, c'est Pose correct. ta deuxième question. Non, c'est correct, c'est Pose correct, ta c'est correct. question. Ah, ok, parfait. Juste OK. pour passer aux autres, il nous reste 5 minutes. Ma faute, ma bad. Merci. Mais merci, gentil. Donc, je tiens à rappeler que il y aura d'autres conférences avec notre frère. N'oubliez pas que une invitation est faite pour le 4 juillet pour le discours du ministre à écouter. Pour la commande des livres, nous demandons de nous envoyer un message et de payer en avance pour pouvoir recevoir le livre. On présume que ça sera maximum 2 semaines, je crois, avec le confinement. Aussi, la conférence 2, ce soir, elle est enregistrée et ceux qui sont abonnés à la chaîne de l'Académie X YouTube, ben, vous allez recevoir l'annonce que la conférence sera en ligne et que vous allez pouvoir la partager avec le maximum de personnes. Parce que dans un corps, il y a plusieurs cellules et l'éveil dans lequel que nous sommes dans notre démarche, nous devons nous mettre ensemble. Alors, je ne sais pas si frère Roger, il y avait d'autres points que j'ai peut-être oubliés ou pas pensé. Non, moi, je tiens simplement de nouveau à te remercier, frère Gino, pour ton excellent travail, ta persévérance, ton assiduité et ton dévouement à cette cause. Louange à Allah. Oui, monsieur, c'est ma mission. Yes. Donc, sur ce, écoutez, je vous remercie tout le monde. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous écrire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important. On se voit pour la majorité d'entre vous samedi. Venez. Venez aussi avec des amis. Vous allez recevoir un courriel avec le lien pour vous inscrire. Ça ne sera pas sur la plateforme de l'Académie X, mais ce sont des collaborateurs, ce sont des amis. Je tiens à annoncer aussi que le 11 juillet, mettez ça dans votre agenda, le 11 juillet, nous allons avoir notre sœur, l'impériale indispensable, Bayana Bello, qui sera avec nous le 11 juillet. Il y aura un atelier avec elle. Donc, merci beaucoup. Alors, important, procurez-vous le livre de Roger, La condition nègre, passez votre commande. Et ceux qui n'ont pas le livre, Qui est l'homme originel, un livre qui est très important, passez votre commande. Et aussi, je crois que Roger va faire une présentation bientôt. Il n'a pas encore donné la date ni le titre. Mais frère Roger a quelques conférences, présentations que vous avez déjà assistées. Le progrès du développement personnel, l'homme pré-adamique, celle qu'on vient juste de faire aujourd'hui. Donc, il va le refaire. Donc, à part ça, moi, j'ai terminé. Il est présentant 20h58. Alors, je fais un dernier tour. Est-ce qu'il y aura une question, un commentaire avant qu'on termine? S'il vous plaît, pas trop long. Je peux faire un commentaire? Vas-y. OK. Premièrement, merci, Roger, tu es mon frère spirituel et tout, pour la gentillesse. Mais moi, je vous promets une chose. OK, je vais vous dire 2 choses très vite. Premièrement, vous êtes à peu près les meilleures personnes au monde parce que vous êtes branchés dans votre spiritualité. C'est ce que moi je vois. Et puis moi, la chose que j'ai cru comprendre que je dois faire et que je continue, et oui, Gino, mon livre s'en vient. Il va être fini très bientôt. Ça va être un livre de poésie. Mais c'est redonner à César ce qui appartient à César. En passant, il n'y a rien qui appartient à César. Mais tous les crimes appartiennent à César.
tous les crimes appartiennent aux maîtres des esclaves. Tous les crimes, et ce qu'ils ont fait, c'est que d'après ce que j'ai cru comprendre en écoutant, et ça, je vous remercie tout le monde, les filles et les garçons, on vous a menti. Et puis, si on parle du principe commun, donc tout ce qu'ils disent sur vous autres, c'est complètement le contraire. Vous êtes des bonnes personnes, vous n'avez jamais ruiné, vous n'avez pas rien fait de mal, mais vous êtes de bonnes personnes. C'est à peu près la seule chose. Et moi, je vais prendre tout ce qu'ils ont fait et je vais redonner à César ce qui appartient à César, qui est aussi le Jésus blanc. OK, c'est tout. Promesse. Merci beaucoup, Céline. Et ton support depuis toutes ces longues années est très apprécié et ton esprit de guerrière pour ce qui est droit et ce qui est juste, on le voit. Et merci à toi. Merci. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On se quitte et on se voit bientôt. On se voit samedi pour le discours du ministre et on se voit le 11 juillet pour notre sœur Bayana Bello. Alors, bonne soirée à Oshenago. Que la paix soit sur chacun de vous. La paix à tous, bonne soirée. Merci. Bonne soirée au Oshenago et à Ibobo. Et merci Apni.